Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. La génération sandwich, alors je ne sais pas si l'expression vous parle, on ne va pas parler de déjeuner, mais on va parler de ces personnes qui se trouvent en fait coincées, entre guillemets, entre la génération d'au-dessus et la génération d'en dessous. Donc on s'imagine ce sandwich avec le pain au-dessus qui représente les parents qui ont pris de l'âge, qui ont des petits couacs de la vie, qui ont des ennuis de santé ou des conseils administratifs qu'il faut leur apporter. Et puis là, le pain d'en dessous, ce sont les enfants, pas encore tout à fait autonomes ou encore en demande. Et au milieu, on a la tranche de jambon. Ça, c'est Sybille, en fait, qui nous a contactés. On va parler donc de ce cas de Sybille qui est pris en sandwich entre ses parents et ses enfants. Alors, Sybille, elle travaille. Elle a ses parents qui ont pris de l'âge. Alors, ils vont, on va dire, moyennement bien, c'est-à-dire qu'il y a des petits couacs de la vie. Il faut parfois les emmener chez le médecin, parfois une hospitalisation, sans que ce soit des graves maladies. Et elle a des enfants, elle en a 4. Il y en a une qui est encore à la maison et l'aînée a déjà son propre enfant. Donc elle est grand-mère aussi. Donc c'est un sandwich à double étage. Oui. Et Sybille nous contacte parce que cette situation est compliquée à gérer, amène énormément de fatigue parce qu'en fait évidemment. Elle est sollicitée de toutes parts par 3 générations et ça devient lourd à porter. Moi j'aurais envie de savoir ce que Sybille a déjà essayé pour se protéger de cette fatigue, pour essayer d'un peu éviter d'être comme ça épuisée. Est-ce que Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, elle ne sait pas dire non. Donc elle va s'oublier complètement et elle va dire oui à toutes les sollicitations pour faire plaisir. Oui. Et ce qui est un peu légitime, parce que c'est vrai que des parents, on se dit, ils sont plus là pour longtemps, il faut qu'on les aide. En plus, ils ont peut-être donné beaucoup pour elles. Enfin, je n'ai pas les détails, mais c'est les parents nous ont éduqués en général. Et donc, on a un peu cette espèce de retour, de gratitude et qui fait que c'est culpabilisant pour certains de mettre des limites. Et en même temps, nos enfants sont nos enfants. Et donc là, on est face à des êtres pour qui on est prêt à tout donner souvent. Et puis, le petit enfant dans la balance fait que forcément, on me sollicite, il est malade, etc. J'imagine bien. Et du coup, c'est pas facile d'avoir ce sentiment de charge, en fait, de se dire c'est vraiment une charge des 3 générations et ça augmente ce sentiment de culpabilité, de penser simplement. C'est ça. Oui. Et puis de fatigue, évidemment, puisque elle a son boulot, si j'ai bien tout compris. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Du coup, moi j'aurais envie de dire à Sybille, et je pense que c'est vraiment d'écouter sa culpabilité, qui lui dit t'es coupable, ok, de quoi t'es coupable, qu'est-ce que tu ne fais pas que tu devrais faire, et aussi peut-être de se dire parce que la culpabilité elle nous dit par exemple pour mes parents c'est important que je sois là, à quel rythme c'est important qu'elle soit là, qu'elle se donne peut-être le rythme qui lui paraît juste pour elle, pour ne pas accepter les sollicitations en trop, si on peut dire. Donc ça veut dire que si on la sollicite début de semaine et que son rythme qu'elle s'est dit c'est moi maximum 2 fois par semaine, je me mobilise pour eux, ou maximum 1 fois par semaine, ou maximum 1 fois par mois. Donc moi j'ai pas un rythme défini qui est bon ou mauvais. Je pense qu'on doit chacun faire en fonction de qui on est, de la distance aussi avec les parents, parce que s'ils sont les voisins ou s'ils habitent à l'autre bout du pays, c'est pas du tout évidemment la même chose. Et puis se dire du coup j'accepte parce que j'ai pas encore aidé cette semaine et que je m'étais dit par exemple, je prends l'exemple d'1 fois par semaine, alors je me bouge, je me mobilise, mais si c'est la 2e fois, je dois apprendre à dire non. Et ce non, il est important pour un double niveau, pour la protéger elle. Donc ça c'est sûr, ça va lui faire en faire moins et donc se sentir elle progressivement mieux et plus légère. Mais aussi, en fait, pour les parents, je pense que d'abord, alors après ça dépend de leur capacité à faire, mais les maintenir d'une certaine autonomie, et finalement, c'est aussi bon pour eux. Leur renvoyer qu'ils peuvent se débrouiller
soit seul, si c'est possible, pas évidemment si c'est pas possible, mais soit mettre en place une aide familiale, quelqu'un qui va faire qu'ils seront pas non plus tout le temps à devoir demander, parce que c'est pas forcément agréable et facile pour eux non plus. Et je pense que ça, parfois, quand on est pris dans la culpabilité, on dit oui avec tout son cœur, on dit oui, et on réalise pas qu'en disant oui, on n'est pas forcément en train d'aider la personne vraiment, parce que peut-être qu'on l'aide plus en mettant en place un système où elle n'est plus obligée de nous demander aussi. Donc ça peut être aussi une manière finalement d'aider avec un grand A, j'ai envie de dire, ses parents. Maintenant, c'est sûr que il y aura peut-être des moments où voilà, elle va se dire, je dis non. C'est super dur de dire non, et effectivement, c'est parfois super dur de dire non, et peut-être que parfois, d'ailleurs, il faudra faire des exceptions à la règle. Donc si la règle c'est 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, peut-être 1 fois de temps en temps. Mais l'idée c'est de se dire, voilà, je reste quand même avec cette règle dans ma tête qui fait que je vais plus me faire manger par mes parents. Et j'ai envie de dire un peu en miroir la même chose avec les enfants. De nouveau, nos enfants, en leur répondant oui, de nouveau, on a l'impression qu'on leur montre l'amour qu'on a pour eux, qu'on leur envoie le message, on est disponible, etc. Mais en même temps, on est en train de leur montrer qu'ils ne sont pas capables de se débrouiller sans nous. Or, si Bill a un petit enfant, une fille, un garçon, je ne sais pas, qui a un petit enfant et qu'elle est sollicitée, c'est important aussi que ce couple, cette nouvelle famille qui se crée, développe aussi une certaine autonomie. Et en répondant tout le temps présente, elle va pas leur permettre en fait finalement de trouver leurs propres ressources. Et je pense que c'est important de pouvoir le dire même en disant voilà, c'est vrai que je voudrais bien être là, mais je me rends compte que si je viens à chaque fois, je sais pas moi, aider au retour de la crèche, j'invente n'importe quoi en fait, je suis en train d'envoyer le message à ma fille ou à mon fils qu'il n'est pas capable ou qu'elle n'est pas capable, ou à ma belle-fille, qui ne sont pas capables de se débrouiller sans moi. Alors que je suis convaincue qu'ils peuvent le faire. Et Sibylle, probablement, qui travaille, qui a 4 enfants, est convaincue qu'il y a moyen de se débrouiller sans avoir une grand-mère tout le temps présente. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure, peut-être c'est ponctuel aussi, et c'est vrai que c'est de nouveau important d'écouter cette culpabilité qui dit « il faut que je sois là », de lui répondre en disant « oui, je serai là, mais dans quelle mesure ?» Et peut-être de prendre un moment à froid quelque part pour réfléchir, parce qu'à chaud, quand on a les sollicitations, c'est extrêmement difficile de dire non à des gens qu'on aime, et nos enfants, voilà, c'est évidemment... Donc une piste, c'est de dire un peu moins de oui, et en tout cas de cadrer ces oui. Dans la réalité, c'est pas toujours faisable non plus. Imaginons par exemple que les enfants de Sibylle qui ont déjà des enfants et des contraintes horaires qui font que aller chercher à la crèche, c'est pas possible. Une autre piste serait d'ajouter quelqu'un dans l'équation. Oui, comme pour les parents. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, de pas garder ce rôle où elle pallie, parce qu'évidemment, tant qu'elle dit oui, on va pas solliciter d'autres solutions, ils vont pas chercher une autre manière de faire, tout à fait. Et je me dis, en t'entendant, c'est pas facile de dire non. Et je pense que ça, c'est important aussi, c'est se dire, quand je vais dire non au début, ça risque d'être mal pris. C'est une réalité. Si j'ai tout le temps dit oui à ma fille pour m'occuper de ma petite fille ou de mon petit-fils, forcément, la fois où je vais dire non, ça risque d'être mal pris. Et je pense que ça, il faut qu'elle puisse s'y préparer et se dire, voilà, sans doute qu'elle va pas bien le prendre, sans doute, ou à mes parents, idem avec mes parents, voilà, peut-être mon père va dire, mais enfin, comment, avec tout ce qu'on a fait pour toi, et dire, oui, je sais, c'est pas chouette, et peut-être ça vous déçoit, mais voilà, c'est vraiment pas possible. Et donc, je pense que c'est vraiment important de pouvoir se préparer aussi, parce que c'est souvent ça qui est difficile pour les personnes qui ne parviennent pas à dire non, c'est le fait qu'ils veulent pas décevoir, ils veulent montrer leur amour, etc. Et peut-être même dire, je vous aime, ça n'a vraiment rien à voir, c'est juste que je me préserve à ce moment-là. Ou c'est juste que, alors souvent au début, moi je conseille de trouver une raison, de justifier le non. Après, il ne devra peut-être plus être justifié, mais les premiers noms, comme ils sont déjà difficiles à dire, si on peut dire, c'est qu'à ce moment-là, je dois déjà faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, ou c'est qu'à ce moment-là, pour mon boulot, c'est pas possible, etc. C'est plus facile de dire non. Et puis, progressivement, évidemment, l'idéal, c'est d'arriver à pouvoir dire non, ça va pas être possible pour moi, sans avoir besoin de justifier, pour pouvoir aussi se préserver soi et avoir... En fait, on a le droit de dire non. Ça, parfois, on l'oublie un peu quand il s'agit de la famille. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Il
faut apprendre à dire non à ses parents, à ses enfants, et que c'est aussi un signe d'amour, et ça les renvoie à la construction d'une autonomie qui peut passer par eux-mêmes leurs propres ressources ou par faire appel à, on a parlé d'une aide ménagère, une aide familiale pour les parents, ou pour les enfants, ça peut être aussi une babysitter occasionnelle, etc., qui va permettre justement, ici à Sibylle, de prendre du recul, du temps pour elle. Savoir que ce non va pas forcément être bien reçu, je pense que c'est important de s'y préparer, parce qu'il ne faut pas espérer que quand j'ai toujours dit oui, tout d'un coup quand je dis non, on va dire « Ah mais d'accord maman » ou « D'accord ma fille », enfin voilà. Et du coup, pouvoir aussi préparer une manière de défendre son non au départ, parce que je pense que c'est plus facile quand on le défend au départ, en sachant que l'idéal, c'est qu'à l'arrivée, on ne doive plus le défendre et qu'on puisse juste être entendu. Mais quand on change de posture, quand on va dire les premiers noms, c'est important de pouvoir s'appuyer sur quelque chose, parce que d'office, ou presque d'office, je veux dire, les autres risquent d'insister, puisqu'ils ont été habitués à des oui. Et donc voilà, quelque part, si on veut un peu sortir la tranche du jambon du sandwich, enfin le sandwich restera là, mais prendre un peu d'air peut-être, c'est de pouvoir apprendre à dire non à ceux qu'on aime. Un nouvel épisode vous attend tous les mercredis matins dès 6h30. N'hésitez pas à vous abonner ou à écouter les épisodes précédents.